Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à parler. On ne m'avait pas prévenu que je parlerais devant un certain nombre de mes maîtres, donc je dois avouer que c'est toujours impressionnant de se retrouver dans cette situation. Donc je suis neurologue à Angers, neurogénéticien, et je me suis intéressé très tôt aux maladies rares en neurologie. C'est à ce titre que je m'occupe du Centre national de référence des maladies neurogénétiques. Et puis récemment, d'une filière maladies rares qui a été organisée par la DGOS pour regrouper les centres de référence des maladies rares neurologiques, dont la plupart sont des maladies neurodégénératives. Donc on est dans le cœur du sujet aujourd'hui. Je vais parler autour de 3 exemples très très pratiques. Quand on m'a demandé un peu avant l'été d'intervenir aujourd'hui, j'ai voulu essayer de voir dans ma pratique de clinicien-chercheur. On est en plus dans le domaine des maladies rares, donc la frontière entre la clinique et la recherche est extrêmement ténue, et la plupart du temps d'ailleurs elle n'existe pas, car tous les patients qui sont suivis dans le cadre de ces maladies rares dans des centres de référence le sont dans le cadre de protocoles de recherche. Donc la frontière est très poreuse. Donc je vais vous parler de 3 éléments qui m'ont interrogé. Je vais surtout partager avec vous les questionnements que j'en ai ressortis, parce que je n'ai pas beaucoup de réponses à apporter. Je vais vous parler d'un essai clinique, un essai thérapeutique dans les maladies neurogénétiques. Il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être intéressant de voir ce que ça génère comme données. Je vais revenir un petit peu sur le consentement, parce que c'est quelque chose qui me semble aujourd'hui, dans la recherche clinique, poser énormément de problèmes. La réalité de ce consentement éclairé, et notamment dans la participation à ces big data, puisqu'actuellement, dans les essais cliniques, je vais vous le montrer, dans les suivis des patients, forcément, il y a une participation à la création de ces données. Et puis enfin, je vais vous parler du résultat de ces séquençages à haut débit qui viennent d'être présentés là. Donc le contexte est donné, et voir un peu les problèmes que ça peut nous poser sur le terrain quand on est finalement les utilisateurs de ces nouvelles technologies de séquençage génétique. Alors je vais partir d'un modèle que je présente pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, puisque c'est la maladie dont je m'occupe le plus, c'est la maladie sur laquelle les études dont je vais parler est menée. Donc c'est la maladie de Huntington, c'est une maladie neurodégénérative héréditaire qui se transmet de manière autosomique dominante, donc c'est une mutation qui est bien connue. Je vous rappelle ça, le modèle de neurogénétique prédictive, et je pense qu'avec toute l'évolution des réflexions qu'il va y avoir autour de la médecine prédictive, sur des domaines extrêmement compliqués où interviennent du multigénique, beaucoup de données environnementales, et où on va se lancer, où on peut être poussé à se lancer à faire de la médecine prédictive. Je pense que prendre l'exemple et l'expérience depuis 20 ans des équipes de génétique prédictive dans une maladie comme la maladie de Huntington, où finalement on pourrait se dire c'est extrêmement simple, c'est blanc ou noir, il y a un gène, il y a une mutation, on l'a, on ne l'a pas. Et quand on voit toutes les difficultés, toutes les incertitudes, toutes les bêtises qu'on peut avoir tendance à raconter dans un modèle aussi simple, je vais dire que je suis un petit peu inquiet et préoccupé de ce qui pourra se faire dans un domaine incomparablement plus complexe des maladies multigéniques, des prédispositions multiples. Donc c'est une maladie qui est très complexe parce qu'elle va associer des troubles cognitifs, comme on peut le voir dans la maladie d'Alzheimer, mais c'est aussi une pathologie du mouvement, et c'est également une pathologie qui va entraîner des troubles psychiatriques. Ça explique aussi que quand on veut suivre ces patients, que ce soit dans la clinique, mais également dans la recherche qui nous intéresse, on est obligé de s'intéresser à énormément d'informations, énormément de données, puisqu'il faut couvrir toutes ces composantes. Pathologie pour laquelle il n'y a pas de traitement, une prise en charge symptomatique. Donc je vais vous parler d'un essai, c'est un essai randomisé en double aveugle contre placebo. Vraiment l'essai le plus classique, le gold standard, ce qu'on a tous appris comme le modèle de l'essai clinique le plus simple. 96 patients, on est sur des tout petits effectifs, on est en maladie rare, donc on pourrait se dire c'est facile, on traite quand même moins de 100 patients. C'est sur toute la France, c'est un essai multicentrique, 18 mois dans une première période, donc en aveugle puis en ouvert. Un critère principal qui correspond, comme souvent quand on fait des essais, il y a un gold standard, toutes les études sont faites avec un endpoint principal, on a choisi celui-là. Et puis toute une série de critères secondaires. Je te dis que cette maladie présentait énormément de caractéristiques différentes, de composantes, de présentations différentes. C'est évident que si on fait l'effort absolument considérable de la part des patients et des familles, et puis des cliniciens chercheurs de se lancer dans un essai, ce n'est pas pour saboter les choses et les faire à moitié. C'est évident qu'on va chercher à apprendre le plus possible à partir de ces données.
Alors, voici un plan, c'est un plan d'étude. Là aussi, on est dans quelque chose de très classique. Vous voyez, on fait des examens très simples, c'est ce qu'il y a pour n'importe quelle étude sur des maladies neurodégénératives, avec un suivi extrêmement, on va dire, succinct tous les 3 mois, parce qu'on est dans un essai clinique, et puis à 12 mois, 18 mois, quelque chose d'un petit peu plus complexe. Et on est arrivé donc au bout de 18 mois à ce qu'était l'étude, l'analyse intermédiaire de cet essai. Encore une fois, un petit essai, 96 patients, 18 mois. Et au moment où on a gelé la base de données, donc c'est un essai qui est un essai institutionnel, c'est un PHRC national, c'est du financement public sur appel d'offres national, mais on avait un partenariat avec le laboratoire qui fournissait le médicament et le placebo. Mais encore une fois, ce n'était pas eux qui dirigeaient l'essai, c'est nous. C'est le CHU d'Angers, institution, université. Puis le laboratoire nous a dit, oulala, nous aussi, on est intéressés aussi à valoriser notre produit. Avant qu'avec vos 3 arcs, dans votre petite unité de recherche clinique, vous arriviez à analyser, à interpréter tout ça, on sait très bien comment ça se passe, on va vous aider. Oui, on est un petit peu frileux, on se dit comment vous allez nous aider? Vous savez, aujourd'hui, l'analyse des données est extrêmement importante, il y a des sociétés qui sont faites pour ça. Nous, on est prêt à payer la société suisse qui va vous analyser vous faire toute l'analyse de données. D'un côté, c'était tentant parce que c'est vrai que le travail était énorme d'un côté, d'un autre côté, on était un peu inquiet, on s'est quand même renseigné sur cette société suisse. Et puis effectivement, il y avait des garanties d'indépendance, ce n'était pas lié au laboratoire en question, et puis on a pu voir que c'était dans les précédents essais qui avaient été faits venant d'horizons très différents sur la maladie, c'est toujours eux finalement qui avaient été sollicités pour traiter les données. Et on a fait confiance, je dirais on s'est laissé faire. Alors ce qui nous a déjà un petit peu étonné, c'est qu'on a appris que le laboratoire américain, juste pour l'analyse de nos données, de notre petit essai intermédiaire, c'était 500 000 $ pour faire cette saisie de données et l'analyse statistique. Alors là, ça nous a un peu interrogé parce que la totalité des chercheurs dans tous les centres en France pour faire cet essai pendant alors 18 mois, c'est la durée de l'essai, mais pour faire 18 mois d'essai, c'est des années de travail, c'était 340 000 €. Et rien que la saisie des données intermédiaires, on était sur des échelles de prix qui étaient quand même assez étonnantes. Et on se disait, mais finalement, qui peut dans la recherche publique aujourd'hui mettre des sommes pareilles pour interpréter des données? Et puis quelques jours plus tard, c'est d'une efficacité absolument redoutable, j'ai reçu on a reçu les données, effectivement, la saisie des données et les tableaux. Et voilà, alors ça n'est pas sur un mail, ça tenait quand même sur une clé USB, donc on doit être un petit peu en dessous de la vraie définition des big data, mais on était sur 121 mégaoctets. 121 mégaoctets, on sait que c'est beaucoup, mais on ne réalise pas tellement. Et c'est quand j'ai commencé à ouvrir les fichiers et que j'ai vu le premier fichier, c'était un fichier Word avec 1250 pages. Et chaque page, c'était un tableau de données informatiques, enfin de résultats de l'essai. Et ça, c'était le premier fichier. Et si on compile, l'équivalent de ce qui nous a été donné comme juste, c'est la saisie et la mise en tableau avec aucune réflexion médicale derrière. On est purement dans les données brutes. C'est 190 livres de 300 pages. Et vous retrouvez médecins, enseignants, chercheurs. On était, je ne suis pas tout seul, c'est comme toujours la recherche, c'est une équipe de gens, c'est des médecins de base, mais qui ont tous fait un cursus scientifique, qui ont tous fait une thèse d'université, qui ont tous appris dans ce cursus-là un peu de biostatistique. En plus, on est plutôt des généticiens, donc historiquement, les généticiens sont des gens qui sont quand même intéressés aux statistiques, qui savaient faire des lots de score, qui savaient calculer statistiquement des liaisons. Mais là, on était dans un domaine qui nous échappait complètement. On ne pouvait plus comprendre les données que nous avions nous-mêmes générées. Alors bien sûr, on a travaillé avec des biostatisticiens, on a travaillé avec les gens pour discuter entre eux. Mais ce qui est très difficile, et c'est le premier point que je voulais souligner, c'est qu'on a perçu que nous n'avions plus la vue d'ensemble de la totalité de notre recherche clinique. Et ça, c'est quelque chose pour moi d'extrêmement dangereux, parce que dans toute démarche scientifique, il y a un dernier élément qui malheureusement est souvent oublié, mais qui est peut-être le plus important, c'est l'étude, l'analyse de la pertinence de ce que l'on fait. Et quand on n'a plus une vue d'ensemble sur un travail, qui peut juger de la pertinence à la fin? Et ça, c'est quelque chose, un vrai problème
que je dépose devant vous, mais pour lequel je n'ai pas de réponse. Alors on pourrait dire, c'est bien de votre faute, hein, vous vous méfiez un peu, vous n'aviez qu'à pas le faire. Pourquoi vous avez accepté ce deal? Les données, elles étaient à nous, on était promoteur de l'essai, on aurait parfaitement pu refuser. Nous avions sous les yeux un autre grand essai dans cette maladie-là, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui était les greffes de neurones fœtaux dans la maladie de Huntington. C'est un essai qui est piloté par Henri Mondor et le professeur Bachou-Lévy. C'est un essai auquel on a beaucoup participé sur Angers, dans lequel on a été un des centres les plus actifs. Cet essai est aujourd'hui terminé, et là, en partie aussi parce qu'il n'y avait pas les financements pour le faire, je dirais l'étude des résultats qui sont assez comparables. On est sur un petit peu moins de patients, mais on est dans la même échelle de grandeur des résultats. Et les collègues parisiens qui pilotent l'étude sont en train d'essayer d'analyser leurs données, mais à l'ancienne. Ça ne veut pas dire tout seul, ça veut dire avec le soutien institutionnel d'une unité de recherche clinique, avec des méthodologistes, mais voilà, avec aussi nos moyens, c'est-à-dire pas 50 équivalents temps plein de personnel pour faire ça. Et bien, ça fait maintenant de longs mois, pour ne pas dire quelques années, que les résultats ont beaucoup de mal à sortir, ne sont toujours pas publiés, parce que on est un peu noyé, et l'équipe qui essaye de publier ça a beaucoup de mal en disant mais on a tellement de données que finalement on a du mal à en sortir quelque chose de pertinent, tellement il y a ces difficultés. Donc vous voyez, dans un cas comme dans l'autre, on se retrouve assez embêté, à un niveau différent de la réflexion, mais on est face à un problème. Alors deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est celui du consentement. Et ça, c'est vrai que je fais des enseignements à la faculté d'Angers sur l'éthique en recherche. Et on a fait ce module en deuxième cycle pour les étudiants dans le cadre du master. Donc les étudiants en médecine, pour essayer de leur donner une formation scientifique, on les incite tous à faire un master. Mais dans le cadre de ce master, on a fait un enseignement d'éthique. Et souvent, ils me posent la question, mais pour vous, finalement, dans la pratique, étant médecin qui régulièrement fait des inclusions dans des essais, quel est le principal problème? Et je réponds souvent, pour moi, c'est la réalité du consentement et de savoir si ce consentement est éclairé. Alors, nous avons une cohorte qui est une cohorte nationale, internationale, européenne et qui est en train de devenir mondiale pour le suivi des patients atteints de maladie de Huntington. C'est un modèle qui a été assez précurseur comme maladie. Depuis des années en France, c'est depuis plus de 15 ans. Tous les patients suivis pour une maladie de Huntington dans un centre vont être suivis de la même manière, avec exactement les mêmes tests cliniques, neurologiques, neuropsychologiques, psychiatriques, avec des prélèvements de biomarqueurs, et tout ça est mis dans des bases de données. Ces bases de données, au début, étaient nationales. Elles sont devenues, il y a 5-6 ans, européennes, et nous sommes actuellement en train de passer à une base de données qui est parfaitement normée au niveau mondial, qui s'appelle Enroll, et tout le monde va être suivi de la même manière avec ces éléments et des prélèvements biologiques et de l'ADN, avec tout ce dont on vient de parler sur les possibilités que l'on peut faire de l'ADN. Alors, j'ai été regarder les consentements qu'on faisait signer aux patients. Ces consentements sont passés par tous les comités d'éthique, comités de protection des personnes, toutes les mentions légales ont été attribuées. Et puis, vous savez qu'il y a deux documents. Il y a le document de consentement que signe le patient et ça doit être accompagné d'une lettre d'information. Donc, j'ai été chercher dans les deux documents. Donc là, la participation, il m'a été clairement expliqué le contenu, l'organisation, les risques, que j'ai le droit d'accepter, de refuser de cette recherche. J'accepte de participer. Et puis, toutes les choses optionnelles qui sont quand même, on peut me contacter à n'importe quel moment de l'année, j'autorise les prélèvements de sang d'urine, l'analyse de mon ADN, de confier les informations sur l'histoire de ma famille. Vous voyez que ça va quand même extrêmement loin. Alors, on pourrait dire, oui, mais vous informez les patients, finalement, ils ont le droit de dire oui ou non. Alors, j'ai été dans la lettre d'information. Quand on regarde la présentation de l'étude, on a les justifications. On dit que les traitements vont être donnés en fonction à l'endroit où ça va être stocké. Mais finalement, il n'y a pas énormément d'informations sur ce qu'on va générer comme données à l'aune de ce qui vous a été dit dans la première présentation. Alors, ce consentement est-il éclairé ? Quand on voit ces données-là, maintenant, c'est le document écrit. Un consentement, c'est aussi après un entretien où on va expliquer un certain nombre de choses aux patients.
Mais il y a quand même un problème, c'est que, et ça étonne d'ailleurs un certain nombre de nos collègues anglo-saxons, c'est qu'en France, le chercheur et le clinicien, celui qui prend en charge le patient, sont très souvent la même personne. Ça peut avoir des avantages, mais je suis persuadé que ça pose un problème de conflit d'intérêts et que ça pose un problème quant à la liberté de ne pas accepter de participer à une étude. Bien sûr qu'on explique, et c'est pas ce que je dis, le libre consentement, pour moi c'est un leurre, mais la bonne volonté de tous. Je pense que les médecins ne sont pas en train d'essayer d'enrôler de force des patients. Moi je suis dans des pathologies rares, eh bien à chaque fois que j'ai une place dans une étude, j'ai 5 ou 6 patients que je peux recruter pour cette étude. Donc je suis jamais, j'ai aucune raison d'aller forcer les patients de rentrer dans une étude. Mais on explique aux patients, c'est écrit partout. Mais si vous me dites non, il n'y a pas de problème, on continuera à vous suivre. Vous pensez vraiment que quand vous êtes dans une situation d'une maladie grave, d'une situation, et ça a été parfaitement réfléchi dans les situations de cancérologie aussi, vous pensez que vous allez dire non, symboliquement, ce que ça veut dire oui ou non à quelqu'un? Mais vous ne dites pas non à quelqu'un qui détient peut-être les clés de votre avenir. C'est même une question presque de politesse. Et c'est pour ça que je crois que malgré la bonne volonté, il faut que nous nous posions quand même la question sur la pertinence de ce consentement éclairé que l'on reprend à chaque fois. On pourrait dire, bah oui, mais après tout, les gens, et c'est un argument qui peut valoir dans certains cas, bah, s'ils n'ont pas envie d'être suivis par la médecine universitaire avec la recherche, avec tout ça, bah, ils ont qu'à aller voir ailleurs. Il y a d'autres médecines, il y a d'autres manières de pratiquer, il y a d'autres centres. On est dans le Grand Ouest de la France, il y a 6 CHU à 100 km les uns des autres, on peut aller voir ailleurs. Ben oui, sauf qu'au niveau des chercheurs, on travaille bien, on s'est fédéré, et on a tous décidé de travailler pareil. Donc, si vous allez à Nantes, si vous allez à Rennes, eh ben, on va vous proposer exactement la même chose, dans les mêmes conditions. Allons encore plus loin. Ce système de corps, pourquoi il fonctionne et pourquoi il fonctionne bien? Très bien, parce qu'il est financé. Il est financé au niveau d'un réseau mondial avec des fondations américaines notamment derrière, qui sont des fondations caritatives, qui se battent pour la recherche sur la maladie de Huntington et qui ont offert ces financements-là. Ce qui veut dire que jusqu'à un certain point, mon centre de référence et l'équipe qui va proposer une prise en charge très complète des patients est en partie financée par finalement la création de ces big data. Et là aussi, ça pose des questions. Je vais même un petit peu plus loin. Je n'ai absolument pas de conviction de la pureté de ce qu'il y a derrière ces fondations internationales. C'est-à-dire qu'on est un certain nombre à se poser des questions, de savoir, derrière ces fondations caritatives qui financent pour recruter des données cliniques, génomiques considérables, n'y a-t-il uniquement des gens de bonne volonté et altruistes? On ne le sait pas, on est face à une opacité. Les Français sont les seuls à avoir tenté au niveau mondial de résister à ces penchants-là, à vouloir garder un contrôle sur leurs données, ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans ce domaine-là un petit peu au banc de la société scientifique européenne et internationale, parce qu'on est les seuls aujourd'hui à refuser de donner toutes ces big data, toutes ces informations sur les patients, sans garder un droit de regard sur ce qui en sera fait. On est les seuls. Dernier point, là aussi quelque chose de très pratique sur l'exome. Donc on l'a présenté tout à l'heure, je vais passer rapidement, l'évolution des techniques extrêmement importantes, c'est une autre manière de présenter l'effondrement du coût, puisque très souvent, pendant très longtemps, ce qui nous a protégés d'un certain nombre de dérives, c'est que oui, et ça fait 10-15 ans qu'on peut déjà imaginer un certain nombre de dérives, de difficultés liées aux avancées de la génétique, mais le coût était tellement prohibitif que de toute manière, ça restait plus du fantasme qu'autre chose. On est là, on l'a dit, entre 1000 et 2000 dollars la séquence. Donc ça ne va plus être la limite. Alors, je vais vous donner un exemple. On travaille, nous aussi, beaucoup sur les maladies mitochondriales, une maladie récessive. Voilà, on envoie l'ADN d'un patient pour essayer de diagnostiquer une forme de maladie qu'on ne connaît pas. Juste pour vous donner un exemple, les données brutes de ce séquençage en exome nous donnent 100 000 mutations candidates sur lesquelles on pourrait se poser une question de quelque chose qui ne va pas. 100 000. Aussi, qu'est-ce qu'on fait avec 100 000 données? Ça n'a aucun sens. Mais il va y avoir toute une analyse
par le biostatisticien qui va écarter sur des critères. Alors certains, c'est des critères mathématiques, c'est des critères aussi qui peuvent avoir une pertinence, c'est des critères de transmission dans la famille, c'est des critères par rapport à ce qui a déjà été décrit, des bases de données. Ce qui est aussi un problème avec ces big data, c'est qu'avant, on partait d'informations avec une hypothèse. La recherche hypothético-déductive, on avait une hypothèse, on essayait de la confirmer. Aujourd'hui, pas du tout. On mouline un grand nombre de données et ensuite, on va les filtrer à l'aune de ce que l'on sait déjà. Et là aussi, c'est une réflexion qui dit faire de la recherche en partant comme prise de ce qu'on connaît déjà, des bases de données qui ont déjà été décrites, de filtres aussi, d'un certain nombre de filtres, comme la transmission, avec toutes les incertitudes qu'on peut avoir, toutes les erreurs. Quand on a 1 à 2% d'erreurs sur le sexe, vous imaginez, sur les histoires des familles, des transmissions, avec beaucoup d'incertitudes. Et vous voyez qu'on arrive à un filtre qui va nous sortir 19 candidats. Et nous, cliniciens, on va reprendre la main sur ces 19 candidats. Mais finalement, on l'a complètement perdu sur ce qui s'est passé en amont. Même si certaines des étapes, on est capable de les comprendre. Mais la totalité, non. Et là aussi, la pertinence à la fin d'un processus dont personne ne peut avoir une vue d'ensemble m'interroge. Bon, ça, c'est l'évolution un peu. Je vais passer rapidement. Ça, c'est ce que je viens de dire. Je voudrais juste terminer par un point. Aussi sur l'évolution de ces données en très grande quantité. Sur la pratique tous les jours du clinicien qui fait des tests génétiques pour confirmer des maladies. Là, je vais sortir de la recherche. On était frontière clinique-recherche. Là, on est vraiment dans la clinique. Vous savez qu'à partir du début des années 90, on a commencé à découvrir un certain nombre de gènes dans des maladies auxquelles les médecins avaient accès en faisant des tests génétiques, des recherches. Et puis les choses ont évolué, de plus en plus de connaissances, et on finissait ces dernières années par avoir accès quand même à une bonne partie des gènes les plus utiles, les plus nécessaires en pratique de clinique courante. Mais ça restait les principaux gènes dans chaque maladie. Parce qu'il y avait énormément d'autres gènes qui avaient été découverts, mais qui étaient très rares et qui en pratique, pour lesquels ce n'était pas rentable de faire les tests. Donc il n'y avait pas de laboratoire qui faisait les tests pour un certain nombre de gènes peu fréquents. Et le passage au nouveau séquençage, le NGS, avec ces puces qu'on vous a montrées tout à l'heure, a permis qu'il soit même moins cher aujourd'hui de tester un panel de gènes, c'est-à-dire 30 ou 40 gènes concernant une maladie, plutôt que d'étudier ponctuellement un ou deux gènes par rapport aux connaissances du clinicien. C'est une avancée qui est indiscutable sur le plan théorique. Je veux juste vous faire part de quelque chose que j'espère transitoire, mais auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que chaque laboratoire veut maintenant avoir son panel de NGS. Ne veut plus travailler à l'ancienne. C'est un peu quand même la règle du jeu pour des chercheurs, d'être plutôt à la pointe plutôt que d'être à la remorque. Donc tous les laboratoires aujourd'hui, je parle de ce que je connais, c'est peut-être un peu différent dans d'autres pathologies, mais dans les maladies neurogénétiques, chaque laboratoire veut avoir son panel, est en train de construire son panel dans son coin. Sans forcément d'ailleurs une cohésion extrême entre les laboratoires, même au niveau national. Les puces sont au point, le prix est abordable. Le problème, c'est qu'on est en train de générer, même sur ces puces, sur ces données-là, une quantité telle de données que pour en sortir un résultat, il faut des jours et des jours de travail d'un bioinformaticien. Or, les laboratoires aujourd'hui de diagnostic n'ont pas ce personnel, ces temps de bioinformaticiens pour analyser ces nouveaux séquençages. Ce qui fait que depuis plusieurs mois, avec la mise en place de ces nouvelles techniques qui devaient permettre d'avoir, en appuyant sur un bouton, des résultats génétiques, on voit l'offre de diagnostic moléculaire qui est plutôt en train de reculer et de régresser, parce qu'effectivement, on peut tout faire, mais en pratique, on n'a pas les moyens de le faire, donc on ne vous rend pas de résultats pour le moment. Et j'ai un certain nombre de pathologies pour lesquelles j'obtenais de routine des résultats ces 5-6 dernières années, pour lequel, depuis le début de l'année, on est en difficulté, tout simplement, parce qu'on n'a pas suivi derrière, en termes de personnel, dans les laboratoires qui rendent ces diagnostics, pour faire l'analyse bioinformatique de ces big data. Voilà, je vous remercie de votre attention.